ouvrant une galerie à Shanghai était effectivement de créer une passerelle entre une plateforme artistique plus occidentale et une plateforme artistique plus asiatique. On se rend compte, et en particulier Shanghai, qui a toujours été dans son histoire une ville internationale, que c'est une demande des artistes, des amateurs d'art, des institutions, de voir quelles sont les ressemblances, les différences, de se frotter les uns aux autres, ce qui n'était pas nécessairement le cas jusqu'à il y a récemment. C'est-à-dire qu'il y avait assez peu d'expositions d'occidentaux, à part Andy Warhol par exemple, pour un des principaux musées d'art contemporain à Shanghai, mais de choses très contemporaines d'occidentaux en Chine, en Mainland. Et puis pour les artistes chinois, très très difficile d'avoir le regard finalement et la légitimation aussi d'instances occidentales sur leur travail s'ils ne sont pas parmi les 10 plus connus. Or, on est une galerie qui travaille beaucoup sur l'émergence, sur justement découvrir des nouveaux talents, des nouveaux artistes, et voilà, il y avait ces deux côtés qui avaient envie de se rencontrer, pourquoi pas faire des expositions ensemble, etc. Donc c'est venu assez naturellement de ramener ici des artistes chinois, mais aussi des artistes occidentaux à Shanghai, et puis de voir ce que ça donne. Alors, une partie de la programmation à Paris et à Shanghai est la même. Après, il y a des adaptations qui vont être soit des expositions thématiques, soit des expositions personnelles, mais qui font plus sens dans l'un ou dans l'autre. Donc vraiment, ça dépend des configurations. Mais certaines expositions, comme l'exposition Wang-Keping, avait eu lieu d'abord à Shanghai, puis est venue sous une forme modifiée, parce qu'à chaque fois, les artistes ont envie de rajouter quelque chose. Et on aime bien que l'aventure se prolonge. Ou Futura, à l'inverse, qui était d'abord à Paris, puis à Shanghai, sont des expositions qu'on a fait voyager. À l'inverse, quelqu'un comme JR, on travaille plutôt en Chine, qui est en soi, pour lui, un matériau d'inspiration. Et c'est là que ça prend sens de montrer les œuvres qu'il fait sur ce contexte. Donc des œuvres qu'il fait aussi dans la ville, plein de choses voilà, qui ont été sa source d'inspiration à Shanghai. Le ressenti que je peux avoir de la scène contemporaine émergente chinoise, c'est qu'on est dans une sorte de seconde génération. Il y a eu une première génération, il y a eu une explosion, où tout a été très vite, que ce soit en art ou en marche de l'art. Parfois j'aimerais qu'on ne confonde pas complètement, mais les deux sont un peu emballés avec une nécessité de digérer vite, peut-être un peu trop vite, des références occidentales, ce qui permet à la seconde génération d'être peut-être plus posée, d'apprendre, en tout cas, peut-être pas des erreurs, mais du chemin des aînés, d'apprendre que finalement, le temps, qu'elle est aussi une donnée importante, que la culture chinoise est quelque chose en tant que telle d'inspiration forte. On a eu toute une phase où il y a eu beaucoup d'inspiration sur des écoles étrangères en art contemporain. Ça peut être intéressant, mais c'est vrai que parfois on restait sur sa faim, mais qu'est-ce qu'il y a de local finalement? Alors que maintenant les nouvelles générations justement vont beaucoup travailler sur le matériau, ces 5000 ans de culture, cet ADN créatif qui existe depuis toujours. Ils vont le faire ressortir, comme on le voit beaucoup dans la photographie contemporaine, mais aussi chez des peintres ou des calligraphes. Pratique qu'on connaît assez peu en Occident finalement, alors qui est la pratique probablement la plus élevée en art chinois. Donc c'est ces choses-là que les artistes émergents vont réexplorer et pour savoir quel en est le jour contemporain aujourd'hui, face à des interrogations toutes contemporaines, qui sont de l'urbanisation, la place de l'individu dans la société, et plein d'autres choses qui, elles, ne sont pas les mêmes qu'au XVe siècle ou bien avant. Mais voilà, donc il y a toutes ces choses qui se passent, un développement économique et social très rapide, et en même temps, cette lame de fond qu'est la culture chinoise, et tout ça se rencontre, et c'est extrêmement intéressant. L'idée de présenter et de faire un focus tous les ans en novembre sur la photographie contemporaine chinoise est née de discussions que j'avais d'ailleurs à l'époque avec les responsables de Paris Photo, qui disaient justement c'est intéressant de voir des artistes qu'on ne connaît pas en France, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui en Chine vont avoir déjà leur petite renommée. Alors il s'agit d'artistes jeunes, on est dans la petite trentaine, voire juste avant. Donc c'était plutôt pour dire si on peut faire un tremplin pour ces artistes-là et montrer quelles sont leurs influences, leurs axes de réflexion, ce serait bien. Puis je me suis prêtée au jeu. Et petit à petit, en tirant le fil, je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse énorme, qui est assez récente. Avant 2008, justement, la photographie contemporaine était plus documentaire.
était plus liée à tout l'art performatif, etc. Alors que maintenant, il y a une vraie pratique, une vraie technicité, une véritable inspiration chinoise dans la nouvelle photographie qui est très intéressante. Et alors à suivre, ça devient un vrai jeu de piste avec plein de choses qui émergent, qui est assez passionnant. On se rend compte qu'il y a des sous-courants, qu'il se passe voilà, plein de choses. Donc cette année, l'idée était de mettre en valeur un artiste avec lequel nous n'avions pas encore travaillé, c'est un peu la nouveauté de l'année, qui s'appelle Huang Xiaoliang, qu'on a derrière moi, et qui lui justement travaille à la lisière du cinéma, de la photographie, du théâtre chinois, de la peinture, toutes ces choses très subtilement mélangées et qui en même temps en font quelque chose d'assez unique, d'assez onirique, et qui est un matériau en soi assez intéressant à travailler. Souvent les gens me demandent mais c'est de la peinture ou de la photographie, comme ça un peu perdu, et j'aime bien cette zone de trouble, d'interrogation et de rêverie finalement.